Coup de théâtre au procès d'assises d'Abidjan. Nous sommes le 28 mars 2017. Simone Gbagbo est acquitté de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale. Un verdict inattendu alors que le procureur général avait requis la prison à perpétuité. Mais la décision du jury à la majorité a pris le pas sur celle du procureur général. C'est tout cela qui fait la particularité de la cour d'assises. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, où ce sont des magistrats professionnels qui font œuvre de judicature, ici, à côté des magistrats professionnels que sont le représentant du ministère public et les représentants du siège, un président et 2 conseillers, on a des citoyens qui sont pris pour aider la juridiction dans son travail de judicature, pour participer. C'est le jury qui est composé de jurés. Donc la spécificité de la cour d'assises, c'est la présence de jurés aux côtés des magistrats professionnels pour juger. La cour d'assises est une juridiction chargée de juger les personnes mises en accusation pour les infractions les plus graves, telles que les viols, crimes et tentatives de crimes. Alors, pendant les audiences, on a du beau monde curieux de connaître le verdict. Mais chose bizarre, la cour d'assises n'est pas connue. La cour d'assises, c'est un instrument de la justice. Lorsqu'on a eu une condamnation, qu'on peut faire appel à cette institution pour pouvoir délibérer en faveur de la personne pour diminuer la peine de prison. C'est une branche liée à la justice. C'est le tribunal qui s'occupe d'affaires d'ordre criminel. Ce que je voulais dire concernant Mme Gbagbo qui était acquittée, ça participe à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Pour moi, elle a été acquittée, c'est bon. Tantôt, on parlait de la justice des vainqueurs et tout ça. Mais bon, compte tenu de ce qui vient de se passer, on pense que effectivement, la justice est là pour tout le monde. La cour d'assises, une juridiction bien particulière et soucieuse de son image. Alors pour l'accusé, il y a toujours une solution pour sa défense. Lorsque l'accusé n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat, il y en est commis un d'office pour qu'il puisse se défendre, puisque l'infraction pour laquelle il est poursuivi est passible de la peine la plus grave, de la sanction la plus grave. Donc ici, l'État fait œuvre d'assistance à quelqu'un qui a troublé gravement l'ordre public. Mais c'est pour que vraiment, lorsqu'il sera sanctionné, il ne puisse pas dire que c'est parce que je n'avais pas de défenseur. La cour d'assises n'est pas une juridiction permanente. Elle siège tous les 3 mois dans les tribunaux où les infractions criminelles ont été instruites. Et quant aux jurés, ils sont choisis parmi les citoyens exemplaires et de bonne moralité. Alors, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, nous recevons le magistrat hors hiérarchie, M. Daniogo Clofan. Ngolon. Alors, dites-nous, à part ce qu'on vient de voir comme définition, est-ce qu'il y a une autre définition de la cour d'assises? Non, là, il n'y a pas plusieurs définitions en ce qui concerne la cour d'assises. La cour d'assises, c'est la juridiction qui est chargée de juger les infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes. La définition qui existe. Alors tout à l'heure, dans l'entame, dans l'attaque, comme on dit dans le jargon journalistique de ce reportage, on a parlé de coup de théâtre concernant le procès de l'ex-première dame. Vous partagez ce mot coup de théâtre? Est-ce qu'il y a des coups de théâtre en... Non, en matière de justice, c'est un abus de langage. On ne peut pas parler de coup de théâtre. C'est comme si tout le monde s'attendait à une chose et le contraire est arrivé. Non, en matière de procès, on ne peut pas prévoir l'issue. Le procès, la décision est prise après débat contradictoire. Toutes les parties sont entendues, la personne qui est poursuivie est entendue, les défenseurs sont entendus, les juges écoutent et à la fin de tout cela, le jury décide. Donc on ne peut pas parler de coup de théâtre. Ou bien en tout cas, c'est un abus de langage. La justice suit toujours son cours. Absolument. Dites-nous, monsieur le juge, comment... Je voudrais même préciser, même le juge qui a un dossier, il ne peut même pas savoir quelle est la décision qu'il va prendre à l'avance. Il ne peut pas. Il peut lire un dossier, il peut être sûr de la culpabilité de quelqu'un, d'un accusé ou d'un prévenu. Mais arriver à l'audience, une circonstance à laquelle il ne s'attendait pas peut se produire. Et donc, il va changer le cours de la décision. Et il revoit son jugement. Et il revoit immédiatement. Atténuante ou aggravante. Absolument. Voilà. On peut dire, bon, par exemple, cette personne va être relaxée.
ou acquitté. Il y a eu vice de procédure. Absolument. Et puis, il y a un témoin qui vient, ou bien il y a une pièce qui n'était pas connue, qui se présente. Et dans ce cas, le juge va revoir sa décision. C'est jusqu'au... Ça cause on parle de délibération. Après avoir écouté tout le monde, alors le juge ou le tribunal se réunit pour aller voir pièce par pièce, écouter qu'est-ce qui a été dit avant de rendre la décision. Justement, le tribunal qui se réunit, qu'est-ce qui compose ce tribunal, à part les juges, les jurés? Non, le tribunal, c'est... Enfin, la cour d'assises, c'est ça, la cour d'assises, c'est, disons, 3 magistrats plus 6 jurés. C'est ça qui constitue la cour d'assises. Si c'est le tribunal, c'est 3 magistrats au moins, pour les délits, les contraventions, etc. Donc, dans le cas de la cour d'assises, 3 magistrats, 6 jurés. 6 jurés. Alors, les jurés, ça c'est la grande question, sont choisis comment? Le processus de choix des jurés est simple. Il commence à la préfecture. Au bout de chaque période tribunale, les préfets de chaque département où il y a une juridiction, il y a un tribunal de première instance, choisissent des jurés et communiquent leur nom au procureur de la République. Sur quelle base? Bon, sur la base de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le préfet doit connaître les citoyens de sa région, de sa zone. Donc, les citoyens les plus corrects doivent être connus, même s'ils ne savent pas qu'ils sont connus. Voilà. Quel est le degré de jugement de la correction? Bon, c'est subjectif, mais quand même, quand vous présentez, vous avez à choisir, par exemple, au niveau d'Abidjan, 60 personnes, c'est le préfet d'Abidjan qui a choisi 60 personnes pour la liste principale et 24 personnes pour la liste secondaire. Mais nous sommes 6 millions au moins à Abidjan. 60 personnes, ce sont des personnes de qualité. Les personnes de qualité, ce n'est pas forcément moi, ce n'est pas forcément vous, c'est les anonymes qui sont là. Ça peut être quelqu'un, un technicien de surface, mais ça peut être quelqu'un de qualité qui va venir, qui a une capacité d'écoute, qui a un jugement vraiment développé, plus que celui qui a été dans un amphithéâtre qui est bardé de diplômes. Absolument. Voilà, donc ce sont ces personnes-là qui doivent être choisies pour pouvoir décider du sort des personnes qui sont poursuivies pour les infractions les plus graves. Et justement, ces personnes-là sont-elles rémunérées? Oui, il y a une rémunération qui est posée, juste symboliquement, sinon c'est une participation à la pacification de la société. En même temps, peut-être que c'est une rémunération symbolique. Mais ça dure combien de temps si on doit prendre des personnes assez correctes, responsables, qui vont laisser leurs différentes activités pour venir assister à un procès qui dure d'ailleurs combien de temps? Bon, on ne peut pas prévoir la durée d'un procès. Vous avez vu, tout dépend de l'ampleur du dossier, de la gravité des faits. Il y a des dossiers qu'on peut prendre en une demi-journée, mais il y a des dossiers dont l'instruction peut durer des mois. Des années? Oui, des années, c'est possible. L'instruction des mois, pas forcément des années. Monsieur, je reviens sur le choix des jurés. Le préfet, qui, on le sait tous, est le représentant de l'administration dans une région, donc qui peut avoir des ordres de là-haut. Je vous comprends tout de suite. Non, non, vous ne me comprenez pas. D'accord. Donc, sur quoi on se bat? Le préfet peut, je raisonne comme ça. Bon, je me mets à la place de tous les Ivoiriens qui aimeraient poser des questions. Absolument. Voilà, il faut prendre des garde-fous, on ne sait jamais. Alors, le préfet qui découle, qui reçoit des ordres de haut placés, sur quoi se base-t-il concrètement, en toute objectivité, pour choisir quelqu'un? Qu'est-ce qui prouve que derrière, ce n'est pas quelqu'un qui a un parti politique, qui est du même parti politique que le président, que le Premier ministre, que le vice-président? Qui sait? Comment savoir que cette personne est de bonne moralité avec M majuscule? Il n'y a pas d'appareil pour voir ça? Comment ça se fait? Vous savez, la vie est d'abord une question de confiance. Dans nos pays en Afrique? Non, il faut que l'individu ou nous qui composons nos pays, nous puissions nous faire confiance. Tout le monde est présumé être de bonne foi. Si vous raisonnez comme ça, ça veut dire qu'on ne pourra même pas travailler. Moi, je ne pourrais pas travailler parce que je travaille pour l'administration. Mais en ma qualité de magistrat, moi, si je suis au siège, je suis indépendant. Donc, dans l'exercice de mes fonctions, je ne m'occuperai pas, par exemple, vraiment de quelque ordre que ce soit lorsque je suis en fonction. Mais le préfet, lorsqu'il s'agit d'intervenir dans le domaine de la justice par le choix des juges, parce que les jurés vont devenir juges, donc ils vont être investis de l'autorité juridictionnelle et qui vont rendre la justice au nom du peuple. Le préfet doit avoir la capacité de dédoublement. C'est-à-dire, je suis dans mon rôle de représentant de l'exécutif,
je joue ce rôle. Mais je suis dans mon jeu de représentant la société entière. Je vais choisir des gens qui vont rendre la justice au nom du peuple. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais nous sommes en Afrique, les gens n'ont pas confiance. La résonance particulière, par exemple, avec le procès de ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans le reportage, nous montre que les gens, franchement, la confiance, il n'y a pas de confiance. Ça, faut qu'on se le dise. Maintenant, quand il n'y a pas ça, pour redonner, pour essayer, par exemple, de rassurer les gens, est-ce que, par exemple, il n'y a pas eu des cas où on a choisi quelqu'un et la personne a déçu? Non, vous savez, quand le préfet fait des propositions et le choix définitif revient au ministère de la Justice, au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le préfet fait une proposition, dans le cas d'Abidjan, si on prend le cas d'Abidjan, Abidjan, 60 premiers noms, 24 seconds noms, pour le reste du pays, 50 noms et puis 18 noms. Vous voyez, donc lorsque les 60 noms sont communiqués au procureur de la République, il les communique au procureur général et le procureur général les communique au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux les transmet à ses services techniques, notamment la direction des affaires civiles et pénales. La direction des affaires civiles et pénales passe au peigne fin chaque proposition de jury. Il faut une enquête de moralité. Une enquête de moralité, lorsque ce serait nécessaire. Quand même, nous avons des oreilles. Voilà. Donc, moi, pour le moment, avec mes collaborateurs, nous passons la liste des jurys pour savoir est-ce que ces personnes-là répondent à la qualité que doit revêtir un juge. Si la réponse est oui, alors nous retenons ces personnes. Si la réponse est non, alors on les recherche. Il est arrivé, par exemple, qu'on me transmette une liste où tous les jurés sont étudiants. Vous voyez, ils sont étudiants en droit. Donc le préfet a pensé que bon, c'est un des juristes qui sont les mieux aptes à rendre la justice. Lorsqu'on a vu profession, parce qu'il y a des incompatibilités, il y a des incapacités, on regarde les professions. Alors justement, quelles sont, monsieur le juge, les incapacités qui a de fortes chances de ne pas être juré? Lorsque quelqu'un a déjà été condamné, il est incapable d'être juré. D'accord. Voilà. Donc, dès qu'une personne a été condamnée, il n'y a rien. Alors, on cherche les cas judiciaires de gens propres, des gens qui n'ont rien à se reprocher. D'accord. Et il y a les incompatibilités à côté de cela. Par exemple, quand vous êtes militaire, vous êtes policier, vous êtes agent des eaux et forêts, vous êtes magistrat, vous ne pouvez pas être... votre fonction est incompatible avec la fonction des jurés. Vous comprenez aisément. Donc, nous regardons... Vous êtes personnage public aussi. Vous, personnage public, non, c'est pas interdit, mais on se méfie. Pourquoi? Parce que les citoyens que vous allez juger, si vous les connaissez, votre impartialité peut être mise à rude épreuve. Donc, il faut des gens qui connaissent le minimum de personnes et qui sont les moins connus. Mais comment on fait pour comprendre, pour savoir que cette personne-là ne connaît pas des personnes? Comment on fait? Parce qu'on a eu des cas, Nessie et moi on en parlait, on a eu des cas où le monsieur c'est un citoyen, mais vraiment modèle. Oui. Mais lors des assises, il enlève le masque et on voit tout. Et ça peut fausser la vie de quelqu'un? Non, mais il n'est pas seul, cette personne. Ça peut arriver. Dans l'absolu, je ne dis pas que ça peut arriver. Ça peut arriver, mais n'oubliez pas qu'ils sont neufs. Ils sont neufs. Mais si ce seul-là a une capacité, un charisme, non, là-bas, il ne s'agit pas de convaincre. Même le président des assises n'a pas le droit de convaincre un juré. Chacun donne son avis. Voilà, chacun donne son avis. Et il procède par vote. Voilà, il procède par vote. Et c'est écrit, c'est secret. Justement, parlons de secret. Oui. Les jurés sont tenus au secret professionnel. Absolument. Ils sont tenus au secret. Des délibérations. Comment ils sont, où ils sont gardés pendant tout le procès? Pendant tout le procès... Est-ce que la sécurité est vraiment assurée? La sécurité, c'est une question relative. Voilà. Même celui qui détient une arme, sa sécurité n'est pas assurée. Vous le savez aussi mieux que moi. Donc, il faut faire correctement son travail. Quand vous venez... Et ce qui vous est demandé par la loi, c'est ce que vous faites. Croyez-moi, c'est la meilleure sécurité. Pour nous, magistrats, c'est ce qui prévaut. Moi, je suis magistrat depuis 30 ans. Est-ce qu'ils rentrent chez eux à la maison pour revenir à l'ouverture du procès? Ou bien ils ont un endroit spécial? Non, ils rentrent chez eux et puis reviennent au procès. Mais à ce moment-là, comment on les protège? Parce que pendant l'audience, on les voit là. Oui. On les voit. Bon, on n'a pas de système mafieux, bon, on vous savez, parce qu'on peut passer le mot, on peut donner des infos pour dire que oui, tel, bon, on ne sait jamais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai rencontré dans le domaine de la justice. Contrairement à ce que vous pensez, lorsque vous jugez en fonction de la loi, ceux qui sont jugés, ils reviennent vous voir, monsieur Mercier.
J'ai eu plusieurs cas comme ça. Il y a un jeune, à l'époque j'étais juge d'instruction, il avait commis des infractions. Et la manière d'instruire. Et après, on lui a donné un conseil, c'était une école pour lui. Quand il est sorti, peut-être 15 ans après, il m'a retrouvé dans un bureau à l'époque, j'étais à la cour d'appel d'Abidjan. Il a cherché à me rencontrer et il est venu pour me dire, pour me saluer. Moi, je ne le reconnaissais plus, il était devenu, il était accompli, etc., etc. Et puis, il me dit, vous ne me reconnaissez pas? Il dit non. Il dit, je suis un tel. Je dis, ça ne me dit rien. Il dit, non, en telle année, vous avez, etc. Là, je l'ai reconnu. Il dit, mais pourquoi vous venez? Il dit, c'est pour venir vous dire merci, parce que grâce à ce procès, je suis devenu moi-même, j'ai quitté le groupe. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème de sécurité, il ne faut pas focaliser l'attention sur ça. C'est tout à fait normal qu'on prenne des précautions pour que les gens soient en sécurité. Mais la meilleure sécurité, c'est la bonne justice. Voilà. Okay. Et on choisit les citoyens, les jurés, les meilleurs. En tout cas, certains citoyens que nous considérons comme meilleurs pour pouvoir participer à cette œuvre de justice d'une importance importante, d'une importance capitale, compte tenu de la nature de l'infraction qui est crime. D'accord. Vous parlez de bonne justice là. Oui. Et quand c'est fait, quand le procès est fini, est-ce qu'on peut faire appel à la décision des jurys? Non, en matière de crime, il n'y a pas de double degré de juridiction. Lorsque la Cour d'assises rend sa décision pour aller en cassation devant la Cour suprême, quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà, la loi n'a pas prévu le double degré de juridiction en cette matière, ce qui va être corrigé. Ok, on espère. Alors pourquoi l'ouverture des procès en assises tous les 3 mois, c'est pas un peu long? Bon, on peut penser que c'est long, mais les dossiers d'assises ce n'est pas beaucoup de dossiers. C'est des dossiers uniquement criminels. Les autres sont jugés par le tribunal correctionnel, par le tribunal de Sainte-Police. Mais si, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a beaucoup de dossiers, le premier président de la Cour d'appel peut décider des sessions supplémentaires. Voilà, mais généralement, il ne faut pas souhaiter qu'il y ait beaucoup de crimes. Voilà. Donc, au bout vous dites que ce n'est pas long, mais en attendant, les accusés, enfin les présumés accusés sont en prison. Oui, ça peut arriver. C'est incommodant pour leurs familles, pour leurs proches, tout ça. Absolument. Mais il y en a même qui décèdent avant le procès, tout ça. Absolument, mais même celui qui n'est pas en prison, il peut décéder. Oui, ça voilà. Donc, la vie de l'homme, c'est une inconnue. Et généralement, quelles sont les sanctions en cour d'assises, disons après le procès, quand la décision finale est donnée? La personne peut encourir la condamnation à perpétuité. La personne peut être condamnée à perpétuité. Le minimum, c'est, enfin, prévu par la loi, par définition du crime, c'est 10 ans, au moins, enfin, 10 qui dépasse 10 ans. Voilà. C'est-à-dire que le crime, c'est l'infraction qui est passible soit d'un emprisonnement à perpétuité, soit d'une amende supérieure à 10 ans. Donc, la fourchette est là. Mais attention, la loi dit tout simplement que si la Cour d'assises admet l'existence de circonstances, elle peut descendre en dessous du minimum prévu par la loi et aller jusqu'à prononcer 1 jour d'emprisonnement. Ça, c'est ce que la loi dit. Voilà. Okay. Donc, théoriquement, c'est des infractions vraiment qui encourent des peines lourdes. Généralement, perpétuité, perpétuité, ce n'est pas une petite affaire. Voilà. Alors, très souvent, monsieur le juge, on a des procès en assises qui finissent par des non-lieux. Alors, qui dédommage l'accusé? Bon, peut-être on parle là d'acquittement. Voilà, non-lieu, ça c'est devant le juge d'instruction. Oui, pardon. Normalement, c'est-à-dire que lorsque le procès se termine par un acquittement, c'est la personne qui a été poursuivie qui apprécie. Voilà. Si la personne estime qu'elle a été injustement gardée, elle peut s'adresser à l'État. Elle peut porter plainte. Ça ne vous fait pas penser à un cas public? Non, je n'ai pas souvenir d'un cas public comme ça. Mais c'est parce que le non-lieu ou l'acquittement, ça peut se jouer sur des détails. Ça peut se jouer sur des détails. Voilà, donc la personne qui va demander réparation à l'État doit prouver qu'elle a subi un préjudice injustement. Voilà. L'État va... un non-lieu. Oui, non, le non-lieu peut être, par exemple, que l'infraction est prescrite, par exemple. Voilà, il y a un délai de prescription. C'est la personne a bénéficié de la prescription. C'est un droit, mais l'infraction est là. Il y a une victime. Et la personne qui a été tuée. Alors, comment on fait? Voilà. Donc, attention, c'est pas toujours évident. Justement. Oui. Et qui est jugé en cour d'assises? Les femmes, les enfants, les hommes? Les femmes, les hommes et une catégorie
Je préfère le terme mineur. Voilà. Mais toute personne qui n'a pas atteint 16 ans ne peut pas être jugée en assise. En fait, il y a deux catégories de cours d'assises. Il y a la cour d'assises tout court et la cour d'assises des mineurs. Et les justiciables de la cour d'assises des mineurs sont les mineurs qui ont 16 ans révolus. Voilà. Mais pour les majeurs, c'est 18 ans révolus. Voilà. La majorité pénale est de 18 ans révolus. Voilà. Donc, quand on parle de cour d'assises, c'est pour les personnes qui sont âgées de 18 ans au moins. Maintenant, pour la cour d'assises des mineurs, c'est les mineurs qui sont âgés de 16 ans au moins et de 18, ils n'atteignent pas 18 ans, c'est-à-dire 17 ans, beaucoup de jours. Monsieur le juge, avec votre expérience, vous êtes magistrat hors hiérarchie, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer au sein de cours d'assises, améliorer? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui pourraient être changées, notamment... Oui, bon, vous voyez, on discute, pour qu'on discute, c'est parce qu'il y a problème. Voilà, parce que le jugement, ce n'est pas une chose simple. Absolument. Voilà. Ça implique beaucoup de choses. Oui, le juge doit être investi de beaucoup de choses. Il doit être psychologue, il doit être sociologue, il doit être enseignant. Virtuellement, il doit être médecin. Vous voyez, il doit savoir beaucoup de choses de la société. Alors, quand vous prenez quelqu'un qui est loin de tout cela, pour venir se prononcer sur des infractions les plus graves de la société, vous voyez, il y a un problème. Donc, dans les ouvrages, vous allez voir, pour ou contre les jurés, dans tous les ouvrages de droit, de procédure surtout, vous allez voir cela. Mais le problème ne se pose pas en ce terme. Est-ce qu'on se demandait, est-ce que c'est efficace? Voilà, le garde des Sceaux s'est posé cette question. Est-ce que, en l'état actuel des choses, l'existence des jurés, par exemple, est efficace pour une bonne justice? La réponse? La réponse, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des pays même qui ont changé complètement. On ne parle plus de cours d'assises, on ne parle plus de jurés. Voilà, on crée une juridiction criminelle. Donc, qui va répondre au problème du double degré de juridiction. C'est-à-dire que quelqu'un est jugé par le tribunal criminel, la personne a été reconnue coupable et condamnée, il faut lui donner la possibilité d'aller défendre sa cause devant des juges plus expérimentés, donc à la cour d'appel. Si à ce niveau la personne est condamnée, il faut lui donner également la possibilité d'aller défendre la cause devant la Cour suprême. C'est à l'issue de ce processus que, si on a perdu, on doit dire, même si on est convaincu qu'on est innocent, il faut accepter cette décision. Mauvaise conscience, monsieur le juge? Mauvaise conscience, c'est-à-dire? Non, non, pas forcément. Mais le processus est là. Donc, je pense qu'il faut évoluer. Nous sommes dans un monde de spécialisation continue. Oui. Donc, il faut... De remise en cause permanente. Exactement. Donc, il faut faire de la justice une affaire de professionnels. Voilà. Quitte à choisir des gens d'une certaine expérience pour pouvoir se prononcer sur ces cas. C'est pourquoi, si c'est moi, c'est exactement dans ce sens-là que j'évoluerai. D'accord. Monsieur le juge, on va revenir sur les crimes qui sont jugés en cour d'assises. Qu'est-ce qui englobe les crimes? Les crimes, c'est uniquement les infractions. Voilà. Je vais citer quelques-uns, par exemple, assassinat, par exemple, meurtre, par exemple, coup mortel. Voilà. Vous voyez, le meurtre, c'est celui qui a tué et qui a voulu effectivement tuer. C'est différent de, vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un au volant de sa voiture, et puis bon, un imprudent traverse la route à un moment où vous ne vous y attendez pas. Vous touchez une telle personne mortellement, on ne peut pas dire que vous avez voulu tuer. Vous avez tué, mais vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas recherché le résultat. Voilà, c'est ce qu'on appelle homicide involontaire. Et dans ce cas, c'est un délit. Mais du point de vue juridique, le crime est l'infraction qui est passible d'une peine d'emprisonnement perpétuel ou d'une amende supérieure à 10 années. C'est ça qui est le crime. Voilà. Et donc, si une telle infraction est commise, il faut forcément, on doit être jugé, passer devant la cour d'assises. Voilà. Un tribunal correctionnel ne peut pas juger une telle infraction, sauf si la chambre d'accusation en dispose ainsi. Voilà. La chambre d'accusation, c'est la juridiction d'instruction du second degré. Donc, tous les crimes, tous les cas de crime passent forcément devant elle. C'est l'obligation de double degré d'instruction au niveau criminel. Donc, lorsque la
chambre d'accusation est saisie. J'ai été président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Abidjan pendant à peu près 5 ans. Lorsque la chambre d'accusation est saisie, alors elle vérifie est-ce que cette infraction mérite de passer devant la cour d'assises. Si de son point de vue, la réponse est négative, alors elle renvoie cette cause devant le tribunal correctionnel pour être jugée. Et on ne parle pas de cour d'assises. Monsieur le juge, le prochain procès, c'est où? Le procès prochain? C'est à l'intérieur ou à Abidjan? Non, la cour d'assises se tient partout, sur le territoire de la République. Oui, mais là, l'imminence, c'est... Partout. On va avoir l'exclusivité à Matin Bonheur. L'imminence, ce sera où? Non, de toute façon, c'est une ordonnance du Premier Président qui fixe la date de la tenue de la cour d'assises. Tant que je n'ai pas cette ordonnance, je ne peux pas donner de date. Mais chaque 3 mois... Oui, chaque 3 mois. Chaque 3 mois, voilà, sûr, au sein des tribunaux de première instance. Et c'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert, c'est clair et net. Sauf si la publicité est jugée dangereuse. C'est ouvert aux caméras? On peut filmer? Si le président de la cour d'assises vous l'autorise. D'accord. Voilà. A priori, non, mais ça peut être autorisé. Voilà. Vous avez vu des procès qui ont été filmés ici. Médiatisés. Voilà. Est-ce que justement la médiatisation des procès, parfois, n'a pas une incidence? Si, ça peut... Bon, tout à l'heure, vous avez entendu. Ça peut biaiser la décision. Voilà. Lorsqu'on a vu des procès, je ne vais pas dire de nom, mais comme ce sont des procès qui sont tombés déjà dans le domaine public, vous avez vu le procès, un procès au Mali, où ça a été retransmis en direct. Pourquoi? C'est comme si on prépare quelque chose. Donc, il vaut mieux que le procès soit transparent, que les gens viennent, qu'il n'y ait pas de poids en plus. Or, vous constituez un poids en plus que vous le vouliez. Non, dès que la caméra est là, vous voyez, ça a une influence sur celui qui travaille. Merci beaucoup à vous, monsieur le magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles et pénales. Le fonctionnement de la cour d'assises constituait vraiment la charpente de notre discussion. Merci pour vos explications. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nessie, c'est la fin de cette émission. Oui, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain, même heure, 5h55 sur le même canal RTI 1. Au revoir.